Bonjour à tous. Elle répond à des besoins d'une large partie de la population et comble le vide créé par le chômage et le sous-emploi chronique des jeunes au Bénin. La vente dans l'informel de l'essence de contrebande s'est au fil des années imposée dans ce pays comme un problème économique à portée hautement sociale. Ce carburant, importé en toute illégalité du Nigeria voisin, vendu environ 30% moins cher que dans les stations-service, représente plus de 80% du marché béninois des carburants. En procédant le 5 juin 2018 au vote d'une loi qui interdit la pratique informelle du commerce des hydrocarbures au Bénin, les députés ont bien voulu mettre fin à une activité qui crée un manque à gagner pour le Trésor national, soit 20 milliards de francs CFA en moyenne par an, selon des études effectuées en 1992. Ce cadre législatif à lui seul sera-t-il suffisant contre cette activité? Quelles sont les portes de sortie possibles contre la pratique informelle du commerce des hydrocarbures? On fait le débat juste après ceci. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette discussion Alice Servet-Afouda, bonjour. Bonjour. Géographe économiste, enseignant-chercheur à l'université de Parakou. Vous êtes également le directeur administratif du laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale l'ARES au Bénin. Docteur Afouda, merci. Je vous en prie. Également présent sur ce plateau, Casimir Pédior, bonjour. Bonjour Crépi. Journaliste, vous êtes également le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique Nouvelle Économie, qui paraît à Cotonou au Bénin. Merci d'être avec nous. Tout le plaisir pour moi. Avant de lancer la discussion, je vous propose de suivre un reportage réalisé à Cotonou au lendemain du vote de la loi interdisant le commerce dans l'informel des hydrocarbures. Vous verrez surtout dans cet élément les réactions de commerçants et de consommateurs. Les images. Le Bénin est réputé pour commercialiser aux abords des voies publiques des produits pétroliers importés en contrebande du Nigeria, communément appelés paillons. La rareté des stations-service contraint la majorité de la population à se tourner vers cette essence de rue, souvent bon marché, servie dans des bouteilles et des bidons. Mais cette activité génératrice de milliers d'emplois est sur le point de connaître un épilogue. Le Parlement béninois a voté le 5 juin dernier une loi interdisant le commerce des produits pétroliers dans les circuits non officiels utilisés par l'immense majorité de la population. Une nouvelle loi que les vendeurs d'essence ont accueillie avec consternation. Ce n'est pas que nous sommes contents de ce que nous faisons, c'est parce que nous n'avons pas d'autres choses à faire. Et on ne peut pas aller voler, on ne peut pas aller prendre des fusils, commencer par arracher des voitures et autres. Donc c'est pour cela que malgré ça, malgré les risques, nous sommes en train de faire ça. J'ai appris cela, je ne veux plus dormir. La question là, ce que ça me fait là, c'est beaucoup. C'est ça que je fais pour nourrir mes parents, mes enfants au village. Si on a supprimé cette aujourd'hui là, moi, je ne sais pas ce que moi je vais faire. Du côté des consommateurs, on redoute non seulement une pénurie, mais aussi une flambée des prix des produits pétroliers. L'essence de contrebande coûte moins cher que l'essence dans les stations-service. En plus, il n'y a pas assez de stations-service dans nos villes. Il n'y a pas encore assez de stations. Ça reste encore beaucoup à faire à ce côté. Ce n'est pas fait de violence. On n'a qu'à aller calmement et gérer avec l'expérience. Au terme de la nouvelle disposition, l'introduction et le commerce des produits pétroliers de contrebande sur tout le territoire national sont passibles de sanctions, notamment une amende égale au double de la valeur des produits saisis et une peine allant de 3 mois à 3 ans de prison ferme. Il faut dire que l'essence de rue a été à l'origine de plusieurs incidents meurtriers dans le pays, notamment l'explosion de cargaison du liquide inflammable. Voilà, retour sur ce plateau pour le débat. Docteur Afouda, je me tourne vers vous. Comment appréciez-vous le vote de cette nouvelle loi qui interdit le commerce illicite du carburant au Bénin? Oui, ce vote rentre dans les préoccupations toujours exprimées par les gouvernements successifs depuis les années 80. Et je crois que
tout gouvernement responsable a le droit de protéger les citoyens, de protéger les habitants. Je crois que c'est lié à cette nécessité de protéger, de gérer la quiétude de chacun que ce vote intervient. Maintenant, le vote est une réalité, mais quelle autre réalité il y a derrière par rapport à l'adéquation ou à la superposition des deux réalités? Ça, c'est une autre paire de manches. J'espère qu'on va en discuter suffisamment sur le plateau. On en discutera profondément, Monsieur Afouda. Je me retourne vers vous. Casimir Pédior, votre appréciation au lendemain d'une loi qui interdit la vente dans l'informel des hydrocarbures au Bénin? Merci, Crépi. Vous savez, il est du ressort de l'État de se doter donc de tout ce qui peut avoir comme donc instrument pouvant lui permettre de gérer la cité, de gérer donc le pays. Donc, le vote de cette loi par l'Assemblée nationale sonne aujourd'hui comme la dotation du pays d'un instrument pouvant permettre donc d'aller dans le bon sens, je dis. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'environnement peut parfois dicter des lois qui n'ont rien à voir avec le caractère officiel ou tout ce que l'on aurait voulu. Et selon que vous êtes dans une position X ou Y sur la planète, une loi qui marche peut-être chez le voisin peut ne pas marcher chez vous parce que vous n'avez pas les mêmes réalités. Et vous, c'est vous. Vous, journalistes, Crépi, c'est vous. Et l'autre, c'est l'autre. C'est pas deux. Il n'y a pas de confusion à faire. Et donc, moi, personnellement, je dis, les députés ont joué leur rôle. Mais c'est un rôle qui aura c'est une loi qui aura des conséquences beaucoup plus négatives sur l'activité économique au Bénin. Je crois que dans le développement du sujet, on viendra donc montrer comment cette loi, contrairement à d'autres qui œuvrent au bon développement, à l'enracinement de la démocratie et également de l'économie, cette loi, par contre, va détruire l'architecture économique du pays. Et ça, à ce niveau-là, quand vous mettez les deux dans la balance, vous vous dites, on n'a pas besoin d'une loi comme celle-là. Vous aurez le temps de nous le démontrer. Alors, les députés nous ont dotés d'un instrument légal, d'un test législatif, mais ce ne sont pas des instruments du genre qui manquent. Depuis l'apparition de ce commerce illicite de carburant, des mesures et décisions politiques ont été prises par des structures de l'État aux fins d'éradiquer l'activité. Nous pouvons citer, entre autres, le décret numéro 83-298 du 24 août 1983, qui interdisait la poursuite de cette activité, et plus récemment la création en février 2003, Dr Afouda, de la Commission nationale chargée de l'assainissement du marché intérieur des produits raffinés et leurs dérivés CONAMIP. Mais force est de constater que malgré tous ces instruments dont disposait le pays, cela n'a pas amélioré les choses, bien au contraire. Qu'est-ce qui prouve que cette nouvelle loi aura plus d'effet que d'autres instruments qu'on a eu par le passé? Oui, à l'entame de cette discussion, j'ai dit, tout gouvernement est préoccupé d'affermir les activités. Bien sûr. Et surtout, de gérer la quiétude des habitants. Et l'un des leviers qu'on actionne en toute légitimité, c'est la loi et les principes de loi qui se traduisent par ce décret à la suite de ce que les députés ont pu analyser. Et j'ai dit par ailleurs, puisque ça ne date pas de maintenant, il y a eu plusieurs préoccupations allant dans ce sens. C'est une réalité qui est d'ordre légal. Mais il y a le côté réalité sociale et je dirais socio-économique. Et je pense, vous avez fait référence à une étude de 92, je peux vous dire que j'étais impliqué dans cette étude de 92 et tout le secteur d'échanges transfrontaliers
depuis les années 90 jusqu'à ce jour, je suis de très près et je sais comment ça se passe. Je ne veux pas vous dire que les résultats ne peuvent pas être à la hauteur des attentes. Ça, là, je vous le dis je ne le clamerai pas, mais ça va être le constat qu'on va faire plus tard. Pour des raisons diverses, peut-être que nous allons creuser ici. Je commence par vous dire, il faut voir par rapport à ce décret, à cette loi, qu'est-ce qui est illicite? Et quand commence l'illicite et où est-ce qu'il finit? Ce qu'on déplore, c'est la dangerosité du produit. C'est vrai, le produit comporte du benzène qui est extrêmement dur à inhaler ou alors qui cause des dégâts lorsqu'on est soumis à l'inhalation de ce produit, de ce gaz pendant une période relativement longue. Des maladies diverses, ça c'est les conséquences. Il y avait le plomb, mais aujourd'hui on a de l'essence sans plomb, donc le principal risque c'est par rapport au benzène. Mais au demeurant, on est aujourd'hui à au moins 3 générations dans des familles de vendeurs de produits pétroliers. Il y a des réalités géographiques qui font que le produit va toujours circuler. Il y a des réalités de différentiel de prix. Aujourd'hui, dans la rue, c'est autour de 310 contre 515 à la station. Vous voyez la marge, le différentiel qui est déjà de plus de 40%. Vous avez des acteurs multiples qui vivent de ça jusqu'au, comme je dis, des collectivités territoriales gèrent leur budget à partir du commerce transfrontalier des produits pétroliers. Il y a des collectivités territoriales pour qui la gestion de ce produit concourt entre 20 et 25% de leur budget, en tout cas pour des études que nous avions faites. Et par ailleurs, il y a des élus qui n'ont leur arme de campagne électorale qu'à partir de ça. C'est d'ailleurs pour ces raisons-là qu'en 2006, lorsque l'association des importateurs, transporteurs et revendeurs des produits pétroliers a fait une revendication pour se plaindre du fait que des douaniers ou des hommes qui gèrent la sécurité les ont beaucoup embêtés. Il y a eu des drames. Et puis l'État, à l'époque, était obligé de revenir sur des positions pour ne plus traquer les gens. Ça veut dire donc que les enjeux sont extrêmement grands. Enjeux, vous soulignez quelque chose sur lequel il faut fondamentalement revenir. Qu'est-ce qu'on a à gagner en votant cette loi pour penser l'éradiquer et qu'est-ce qu'on a à perdre? Je crois que si on fait la balance, on va déduire certaines choses pour que, comme l'a dit lorsque vous avez fait radio-trottoir, il faut aller doucement. Alors, selon vous, tous ces éléments que vous venez de citer peuvent expliquer quand même la persistance de la vente illicite de l'essence malgré les actions qui ont été prises par le gouvernement, l'État en général, par le passé. Casimir Kouedjo, vous avez écouté le docteur Afouda, votre appréciation? J'abonde dans le même sens et je veux même être beaucoup plus précis pour dire qu'en 2012, docteur, en janvier plus précisément, quand le Nigeria a cessé de subventionner l'achat à l'importation, parce qu'il faudrait que les Béninois remontent le temps pour comprendre véritablement d'où est-ce que cette activité est partie. C'est le Nigeria. C'est le Nigeria qui subventionne le produit à l'importation pour sa population, puisque c'est un pays donc du brut de pétrole. Et ne pouvant laisser la population telle qu'elle, le Nigeria a pris la résolution d'importer les hydrocarbures
mais de soulager un peu la population pour un peu compenser le déficit qu'il y a entre les importations et les exportations. Donc le Nigeria subventionne le produit à l'importation. La conséquence, c'est quoi? Il y a 3 circuits aujourd'hui qui inondent le marché noir qu'est le Bénin. Et donc sur ces circuits-là, c'est là l'activité cesse. Je ne voudrais pas rentrer dans ces détails, mais je voudrais préciser, rappeler au professeur qu'en 2012, quand il s'est agi pour le Nigeria d'arrêter la subvention au niveau donc de l'achat, le produit a pris de la valeur. La conséquence, c'est que le Bénin a commencé par grimper en inflation. Et je me souviens, le chef de l'État, Boni Yahi, est venu devant les médias pour crier l'alerte, le haro sur donc, cette inflation galopante qui l'empêche de voir loin dans la gestion de son pays. Il l'a adressé donc à la limite un réquisitoire sévère contre le gouvernement fédéral qui cesserait donc de subventionner. Et à l'époque, nombre d'économistes se sont dit, mais on ne comprend pas. Vous avez engagé une lutte farouche contre ce produit et voilà un bon répondant venu donc du côté du Nigeria qui devrait normalement vous accompagner parce qu'en son temps, tous les acheteurs, tous les usagers, enfin, tous ceux qui prennent le produit se sont rués sur les stations-service qui étaient incapables donc de fournir le produit. Et donc l'activité au niveau des stations-service officielles a repris. Et donc les économistes disent, voilà enfin une mesure venue donc du Nigeria qui donc vous accompagne dans vos décisions. Et c'est vous qui criez maintenant que vous avez de sérieux problèmes. Pour comprendre que l'activité aujourd'hui est au cœur de l'activité économique. Si vous permettez un peu la tautologie, la vente de l'essence appelée Payor au Bénin, aujourd'hui participe à la vitalité de l'économie béninoise. Vous voulez dire qu'on ne peut pas s'en passer? Avant de s'en passer, il faudra trouver un mécanisme, il faudra trouver un plan B qui pourra donc remplacer cette activité-là. Parce que l'activité pourra être supprimée, non pas par le Bénin, mais il y a des mesures actuellement au niveau de l'État fédéral qui visent à mettre définitivement un terme à cette activité. Et certainement, si le temps nous permet, je vous le dirai, car il y a beaucoup d'études aujourd'hui et il y a beaucoup de décisions que ce soit au niveau du Sénat, au niveau de l'État fédéral ou bien au niveau donc des structures décentralisées du Nigeria, il y a des mesures qui sont en train d'être prises pour endiguer définitivement, car le Nigeria aussi commence pas, je dis l'État fédéral commence pas donc ressentir le problème véritablement. Alors donc... je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est des questions d'échelle dans la gestion de ce que, en termes de stratégie. Le Nigeria, vous savez, c'est 200 millions d'habitants. La population de Lagos métropolitain, comme on le dit, c'est déjà autour de 25 millions d'habitants. Lagos, noyau central et aux alentours. Tout ce qui vient à partir du sud Nigeria, notamment l'ouest, particulièrement à partir de l'état de Lagos, c'est marginal pour eux. Ça ne veut rien dire pour eux. Vous voyez, toute la population du Bénin en fait 11 millions d'habitants. Lagos fait seulement autour de 25 millions d'habitants, 22-25. Vous voyez que, en termes d'échelle, c'est une marge. Et je peux vous dire, par rapport aux produits pétroliers, j'ai fait des travaux ici au Bénin. J'en ai fait au Niger, j'en ai fait au Tchad, j'en ai fait en République centrafricaine. Je peux vous montrer des photos que j'ai prises pour dire comment les produits partent d'un pays à un autre. Mais tout ça, quels que soient les pays voisins, là, c'est marginal ce qui va à l'extérieur pour les Nigériens. Par rapport à des décisions que doit prendre l'État. Mais c'est vrai que des stratégies d'individus, c'est-à-dire des personnes, en titre individuel, permettent de faire converger les produits au Bénin. Je peux vous dire quelque chose qui va être surprenant. À supposer même que des dispositions, on dit on ne veut pas le produit au Bénin. Les Béninois disent qu'ils ne veulent pas. Les Nigériens ont intérêt, c'est les Nigériens qui ont plus d'intérêt aujourd'hui pour amener le produit hors du territoire national. Parce que ça permet d'avoir des devises.
et faire le commerce international. Donc, c'est une autre paire de mains. C'est ça la réalité. Et les volumes qui passent au travers des frontières, c'est marginal. C'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport au différentiel des prix, des zones qui n'étaient pas concernées par le commerce des produits pétroliers sont concernées aujourd'hui. Tout l'ouest du Bénin, toute la partie ouest du Bénin, depuis le nord jusqu'au sud, est concerné. Avant, c'était seulement le sud. Et ça va au-delà. Le Burkina est concerné. Il y a des localités au Bénin aujourd'hui qui sont devenues des réceptacles pour faire acheminer le produit vers, par exemple, le Burkina. Ce qui n'avait pas cours par le passé. C'est pour dire quoi? En réalité, les préoccupations de l'État, il faut garantir la sécurité, il faut protéger les hommes. Mais par rapport à la réalité, vous voyez le taux de chômage. Nos universités mettent sur le marché presque chaque année au moins 50 000 formés. On n'a pas d'industrie pour absorber ça. Dans les autres pays, lorsque l'agriculture prend de l'envol, se développe, le schéma de transformation est géré par le levier industrie. Et tous ceux qui sortent là, c'est malheureux de savoir que c'est des gens qui ont le niveau de licence, voire au-delà, qui sont aujourd'hui de revendeurs des produits pétroliers, qui font zémillant. Ça veut dire que quelque part, il faut une soupape de sécurité pour l'individu, pour garantir ça. Au-delà du taux de chômage et que vous venez de citer, quels sont les autres fondements socio-économiques qui font obstacle à l'interdiction quand même de cette activité, puisque c'est de cela qu'il est question? Oui, mais le collègue a commencé un raisonnement et il n'avait pas fini. Je lui ai arraché la parole presque par rapport au fait qu'il fallait apporter un éclairage nouveau là-dessus. Mais c'est pour vous dire que ce qu'il dit est réel. Mais aujourd'hui, l'évolution du contexte est telle qu'il faut mettre certaines variables pour que le raisonnement soit davantage affiné. C'est ce petit éclairage-là que j'ai apporté. Donc, avec toutes mes excuses, j'aurais tant aimé qu'il finisse son argument. Merci, professeur. Et je voudrais vous rassurer que c'est vrai, la lutte a un enjeu beaucoup plus grand pour le Nigeria que pour le Bénin. Mais aujourd'hui, le Nigeria, l'État fédéral veut rouvrir ses raffineries. C'est ça qui va perturber l'activité pour le Bénin. Parce que désormais, l'État fédéral ne veut plus subventionner l'achat des produits raffinés qui lui viennent donc de l'extérieur, que ce soit de l'Afrique du Sud ou d'autres pays. Alors, cela va donc empêcher les glottos nigériens et béninois qui donc sont au niveau de la chaîne. L'État fédéral veut également mettre définitivement un terme au siphonnage au niveau donc des pipelines. Il y a des dispositions qui sont en train d'être prises pour mettre aussi définitivement un terme à cette pratique. Et en haute mer, les bateaux qui ravitaillent la côte, parce que, je l'ai dit, l'essence ne vient pas que du circuit terrestre entre le Nigeria et le Bénin. Il y a aussi le circuit marin qui ravitaille des pays de la côte. Il y a aussi le Togo, une partie du Togo également qui bénéficie, mais l'activité n'est pas trop développée. Alors, je ferme cette parenthèse pour continuer donc dans mon raisonnement, pour dire aujourd'hui que, vous savez, le Bénin aurait pu ne pas être à côté du Nigeria, qu'on n'aurait pas ce problème. Un autre pays comme le Togo aurait pu être à côté du Nigeria, qu'on aurait le problème. Le Togo est à côté d'un pays comme le Ghana, qui est aussi anglophone, qui est aussi pays disposant donc du brut de pétrole. Mais les réalités ne sont pas les mêmes entre le Ghana et le Togo. Encore que le Togo n'est pas épargné par ce commerce. N'est pas épargné. Le Togo est ravitaillé toujours par le circuit nigérien. C'est pour vous dire que c'est le bon voisinage, c'est l'économie de ce pays, le développement de ce pays qui donc impacte soit positivement ou négativement les voisins comme le Bénin. Nous allons avancer dans le débat pour dire que il n'est pas concevable de penser un jour que le circuit informel puisse disparaître au Bénin sous quelque prétexte, sous quelque loi,
sous quelque bon vouloir du législateur béninois, c'est de fait. Dans ce cas, disons, parlons finalement des fondements socio-économiques qui empêchent la disparition, comme le veulent les gouvernants béninois, ce qui empêche ces fondements socio-économiques qui font handicap à la fin de ce commerce. Vous savez, le Nigeria faisait de l'essence consommable. Il y avait des raffineries, et il y en a. C'est que les infrastructures ont vieilli. Ça a continué, et puis il y a eu quelques incidents à l'intérieur, et comme il faut garantir la sécurité du personnel, on a fermé certaines pour les refaire. Il y a 7 grandes raffineries au Nigeria. Et des pipelines qui partent de ces raffineries-là vers le nord pour structurer le ravitaillement à tout point de vue. C'est vrai que ce sont ces pipelines-là qui, certaines fois, sont siphonnés. Et il y a une autre activité qui est arrivée aujourd'hui, qui s'est développée ces derniers temps, contre laquelle l'État fédéral lutte, c'est qu'il y a des raffineries artisanales. Et énormément. Il y a même certaines fois les produits que nous consommons ici au Bénin proviennent du moins de ces raffineries artisanales. Pour dire quoi? Au Nigeria même, il y a la vente de rue des produits pétroliers et c'est même plus important que ce que l'on croit, au-delà des stations-service. Alors, quand il y aura les raffineries à grande échelle et produits massivement, ça va être salutaire encore pour les contrebandiers. Parce que l'État nigérian met énormément d'argent, donc sort des devises pour importer. Mais quand ils vont commencer par produire localement, ce qu'ils sortent, ils vont l'investir ailleurs. C'est en ce moment-là que le commerce transfrontalier des produits pétroliers va connaître encore une dynamique nouvelle au-delà de ce qui avait cours. Parce que le produit sera à portée de main de tout le monde. Les niveaux de subvention pour lesquels l'État fédéral a dû revenir, sur lesquels il est revenu, c'est parce qu'effectivement, la Banque mondiale, le FM, les institutions de Bretton Woods ont dit, vous diminuez, vous ne pouvez pas continuer de subventionner. Et le niveau de baisse n'a pas dépassé 60%. On a fait tous ces calculs, le niveau de baisse. Donc, il y a encore de la subvention qui permet aux Nigérians, par rapport à son pouvoir d'achat, d'acheter le produit. Mais les problèmes que nous avons connus au Nigeria et qui font que les gens, même à certains moments, sont venus nous envahir ici dans les stations-service pour s'approvisionner, c'est la lutte des transporteurs des produits raffinés au Nigeria, c'est-à-dire le syndicat. Et ils ont eu gain de cause, ils ont fait plusieurs semaines de lutte. Bref, aujourd'hui, au Bénin, il est difficile d'enrayer, je fais la même conclusion que vous, d'enrayer le produit. Parce que, quand j'ai commencé par dire c'est quoi l'illicite, il commence où, il finit où. Si c'est par rapport à la dangerosité du produit, même si on fait converger les gens pour acheter leurs produits, la pauvre dame qui passe de ménage en ménage pour vendre son pétrole, il est dans l'illicite. Bien sûr. Pour qu'on dise qu'on n'est plus dans un schéma d'illicite, d'informel, donc tous les hameaux, tous les villages et toutes les villes doivent être dotés d'une infrastructure requise où on ne peut que acheter et vendre le produit. Sur place. Si vous vous promenez avec des bouteilles, même si vous les avez achetées à la station au Bénin, ce n'est pas une vente normale. Ça doit être considéré comme illicite. Parce que ça, c'est du point de vue du raisonnement de la dangerosité du produit. Alors, voilà pourquoi il faut pouvoir codifier un peu cette manière de gérer l'après-décret. Et pour le codifier,
il faut doter l'ensemble du territoire national d'infrastructures adéquates. Alors, je vous parle, par rapport aux études que nous avons faites pour la Sonacop en 2012. Les résultats de 2012 montrent que le territoire national, on a une station pour l'équivalent de 458 000 km² pour 32 500 habitants. Ça veut dire que pour un rayon, sur un rayon de 20 à 25 km, il n'y a qu'une seule station. Et vous voyez le nombre de personnes, environ 32 500, les difficultés d'approvisionnement commencent. Il n'y a pas que ça. La prégnance de l'informel est telle que même les infrastructures de stockage ne répondent plus. C'est obsolète, c'est insuffisant. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on installe les infrastructures. Donc c'est une démarche qui prend du temps et qu'il faut gérer dans le temps. Si la loi existe, elle ne peut pas commencer par être répressive. La force, c'est de commencer par dire il y a quelque chose qui est là. L'application de la répression, ou bien la répression du moins, va être progressive, donc du point de vue pédagogique, sur la base d'une pédagogie qu'on va mettre en place. Le secteur pétrolier et l'informel pétrolier qui couvre aujourd'hui l'ensemble du territoire national satisfait à peine 15% de la population ou des besoins exprimés au niveau national. Je dis à peine 15% pour ce qui est du formel. Le reste, c'est l'informel qui gère ça, voire même jusqu'à 90%. Dans un contexte comme ça... De toute façon, on dit que le secteur formel lui-même a fait le lit au secteur informel. Non, ce n'est pas le secteur formel qui a fait le lit. Le contexte que nous venons de décrire, le Nigeria à côté, c'est un secteur qui a commencé... la vente des produits pétroliers venant du Nigeria, c'est depuis les années 70. C'était circonscrit aux frontières, mais aujourd'hui, c'est tout l'espace national qui est conquis par ça. Donc, ça a évolué. Et c'est l'environnement régional. Écoutez, comment vous pouvez enrayer l'entrée du produit lorsque vous êtes, par exemple, dans nos localités frontalières? Vous êtes à Craqué, vous avez une concession. La cour est au Nigeria et les chambres à coucher sont au Bénin. Et il y en a comme ça. Vous faites comment? C'est un secteur très bien enraciné. Et donc, le cadre géographique permet déjà l'informalisation du commerce. Et il n'y a pas que les produits pétroliers. Je disais que j'ai eu une discussion il y a 2 jours avec un Nigérian. Il dit, si on veut prendre le problème par le haut, on va créer d'autres problèmes. Parce que, par exemple, le gouvernement nigérien a refusé l'entrée du riz au Bénin et au Nigeria. Mais nous, on prélève des taxes là-dessus. On importe pour réexporter au Nigeria. Mais ce n'est pas à fraude que ça se réexporte. Le gouvernement nigérien a refusé l'importation de la viande carnée, c'est-à-dire de tout ce qui est carné. Mais nous, on importait. Heureusement qu'on est en train de faire un peu un balayage par rapport. Donc, c'est plus compliqué. Il faut rentrer dans une forme de négociation au niveau régional pour savoir comment on fait. Qu'est-ce que ça nous coûte de dire nos hommes d'affaires prennent des actions si on doit restructurer la vente du produit, on doit restructurer le secteur pétrolier au Nigeria par les raffineries qui vont être fonctionnelles. Et qu'on prenne des pas d'action, on se dit on met le Bénin aussi dans le champ de consommation nigérien. Je vais revenir certainement à vous, Dr Fouda. Casimir Pédior, tout porte à croire que c'est un serpent de mer dont on n'arrivera pas à se débarrasser, à vous entendre. Et même les scientifiques qui ont le bon vouloir, la volonté donc d'investiguer dans ce secteur se retrouvent parfois confrontés à des réalités qui sortent carrément du champ scientifique. C'est ce que le professeur disait tantôt. Vous avez une chambre à coucher qui est au Bénin, vous avez la cour qui est au Nigeria. Vous avez 2 individus, l'un nigérien, l'autre béninois. De même père. De même parents. Comment vous pouvez gérer ça? Vous avez 2 pays qui sont
qui ont des liens historiques, et donc vous ne pouvez pas. Mieux, je dis mieux, pour ne pas dire pire, mieux. On aura à tout faire, doter le Bénin d'infrastructures de commercialisation. Je dis bien infrastructures de commercialisation, parce que si le Bénin réfléchissait un peu, si les cadres de ce pays réfléchissaient un tout petit peu, mieux, si les politiques mettaient en application les études déjà réalisées et les instructions donc des cadres du ministère de la Planification et de l'Économie et des Finances, je vous jure, on peut trouver solution. Le professeur a commencé par donner des esquisses de solutions. Et donc, si on dotait le Bénin d'infrastructures de commercialisation haut de gamme qu'on n'a jamais vu même aux États-Unis, je vous dis, le produit va toujours exister dans l'informel au Bénin. Tenez, vous avez à la station, le produit coûte 770 et dans l'informel, vous avez le produit qui est à 325. Le calcul est fait. La disparité mais il n'y a rien à faire. Mais tout le débat est là, tout le débat est autour donc, du prix. Donc tant que le produit sera moins cher, même le cadre qui a été à l'école, professeur d'université, même les militaires, les policiers, même ceux-là qui sont de réprimer, ils vont acheter. Et on a vu des véhicules de l'État aller s'approvisionner dans le marché noir. Nous n'avons pas forcément assez de temps pour aller en profondeur de ce débat. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Vous avez parlé de la disparité des prix. C'est vrai, beaucoup d'experts l'ont souligné. Tant qu'il y aura cette disparité de prix et également l'autre chose, la disparité de la politique monétaire entre les deux pays, le Bénin et le Nigeria, on aura du mal à mettre fin à ce commerce. Mais voilà, le problème est là. Comment est-ce qu'il faut faire face à cette situation, Dr Fouda? Faut-il lutter forcément contre ce problème ou finalement profiter de ce secteur informel, créer un cadre légal et rendre tout ceci formel? J'ai commencé par vous dire quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on a à gagner, qu'est-ce qu'on a à perdre. C'est vrai, tout gouvernement, tout État doit agir en toute légitimité, légalité. Le cadre légal est circonscrit là par la loi. Mais pour se gérer en toute légitimité, parce que le chef de l'État est élu, les députés sont élus, il faut comprendre la réalité dans laquelle ils sont et ils vivent. Si je prends les chiffres de 92 disent qu'on paie 20 milliards par an. Justement, comment est-ce que l'État béninois... Oui, ça a évolué, je peux vous donner les détails. Oui, allez-y. On est au moins, pour l'étude que nous avons faite en 2012, on est au moins à 125 milliards que l'État béninois paie. Du manque à gagner pour le trésor. Du manque à gagner, c'est-à-dire... La régie financière de l'État, 55 milliards, et les sociétés pétrolières, 12,3 milliards à l'époque, les gérants de stations, 4,8 milliards, les transporteurs, 4, etc. Comment est-ce que l'État béninois peut arriver à minimiser lorsqu'on on est dans l'analyse macroéconomique, c'est de dire qu'est-ce que je prends pour gérer le développement et comment je le trouve. Si je cherche à mobiliser 25 millions ou 25 milliards pour gérer le développement qui me coûte 200 milliards, je pense que j'ai des problèmes. Ça veut dire qu'il y a un gap qui est quelque part. Et ce gap-là, aujourd'hui, c'est le secteur informel qui donne ça. Mais comment est-ce qu'on peut retirer ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout en ne disant pas que je fais l'apologie de l'informel, je laisse ce que l'informel donne comme gain d'opportunité. C'est des gains d'opportunité. Et ça permet, à ce que l'inflation soit circonscrite au plus bas niveau. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays. Ça permet ce que nous avons par rapport au secteur pétrolier. Ça absorbe ceux qui n'ont pas d'emploi. Et aujourd'hui, on mobilise dans le secteur informel pétrolier plus de 600 000 personnes qui y travaillent. Alors, faites l'extrapolation par rapport au fait que chaque personne doit donner une redistribution à d'autres.
lorsque le secteur pétrolier, le coût, c'est-à-dire le coût des produits est relativement bas, on circonscrit, on a le pouvoir d'achat des ménages qui permet d'avoir suffisamment ce qu'on veut, satisfaire des besoins et d'épargner. N'oubliez pas que ce sont les épargnes des ménages qui sont collectés au niveau des banques et puis qui financent l'économie. Nous sommes à 5 minutes de la fin de cette émission. Il faut réfléchir la tête froide pour savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Nous parlons d'un gap de 125 milliards en 2012, de 20 milliards en 92, c'est à 125 milliards en 2012. Mais l'informel a engagé plus de 400 milliards. Comment est-ce que le gouvernement peut bénéficier, peut arriver à minimiser cette perte pour le Trésor national? Il faut désormais que le Bénin aille vers l'industrialisation des raffineries. Ça, il n'y a rien à faire. Ou vous le faites, ou vous continuez par perdre 125 milliards chaque année. Et plus, parce que chaque année, l'effectif augmente. Donc, aujourd'hui, je m'inscris parfaitement dans la recommandation du professeur pour dire, soit on est actionnaire avec le Nigeria, donc en créant nos raffineries, et en achetant le brut, on fait donc dans l'industrialisation, on achète le brut moins cher et on subventionne l'activité comme le Nigeria. Donc, on ramène le prix au même niveau. Je crois que vous donnez des solutions vraiment assez lointaines, selon moi. Non, mais dans l'immédiat, ce secteur informel qui est là, comment profiter de ce secteur qui est déjà là, dont on a du mal à se débarrasser? Vous permettez que je vous l'explique. Et réduire cette marge vous perdez 125 milliards par an. Je crois qu'avec ces 125 milliards, vous pouvez déjà engager les travaux de construction de raffineries. Comment déjà regagner ces 125 milliards? Il n'y a pas de mécanisme à jouer sur le secteur informel parce que lorsque vous greffez une taxe sur l'activité, tout de suite, les gens changent d'itinéraire et vont et empruntent un autre chemin. Je vais vous dire une chose. C'est simple. Pour compenser les 125 milliards de l'État, de toutes les façons, ça se reçoit d'une manière ou d'une autre. Je vous ai parlé des localités qui sont à la frontière, pour lesquelles ce commerce informel contribue à une certaine hauteur pour le budget. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais au demeurant, c'est de, comme par le passé, d'appeler les grands pontifes du secteur, de discuter avec eux. Certains même avaient commencé les petites stations au bord des routes. Certains ont commencé et sont allés le faire. Mais après, c'est parce qu'il y a eu encore des formes de répression que beaucoup ont délaissé. Négocier avec eux, ça ne veut pas dire qu'on fait l'apologie. Pendant ce temps, on trouve d'autres solutions de rechange pour que dans la durée, on puisse avoir le produit relativement moins cher. Mais tant qu'il y aura un différentiel de prix entre le Nigeria et le Bénin, on ne pourra jamais, en tout cas, enrayer ce trafic. Et la solution que je préconisais pour que nos hommes d'affaires, par exemple, s'entendent avec NNPC, c'est-à-dire la structure qui gère le secteur pétrolier au Nigeria, au niveau de l'État fédéral, nos hommes d'affaires peuvent être des actionnaires de ces raffineries et impliquer l'État, c'est-à-dire le territoire béninois, dans la consommation locale du Nigeria. On ne perd rien à le faire. Un pays comme le Nigeria l'avait fait. Le Tchad l'avait fait. Malheureusement, nous sommes à la fin du temps qui nous a été accordé. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Servé Afouda, économiste, enseignant, chercheur à l'université de Parakou. Vous êtes également le directeur administratif du laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale, l'ARES au Bénin. Casimir Pédio, directeur de publication du quotidien béninois d'information économique, Nouvelle Économie. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyse. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Vous pouvez également retrouver ce numéro sur notre site www.sikatv.info. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika. Merci.